Savez-vous que l'espèce humaine s'est adaptée au climat, non seulement avec sa couleur de peau, mais aussi avec les proportions de son corps? C'est ce que nous découvrons maintenant. Bonjour à toutes et tous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième volet de notre question des races humaines dans la série L'Homme avec Alain Fromont. Bonjour Alain. Bonjour cher Joël. Alors juste un petit rappel, vous êtes médecin tropicaliste et anthropologue, biologiste, directeur de recherche émérite à l'IRD et ancien responsable des collections d'anthropologie du Musée de l'Homme où vous enseignez également. Alors nous nous retrouvons pour la suite de cette émission passionnante sur les races et les races humaines, ou la race humaine. Alors, nous allons tout de suite voir un petit peu quelles sont les adaptations que vous pouvez connaître, et puis celles du climat, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'on a vu dans une causerie précédente que l'humanité ne peut pas être divisée en races, tout simplement parce que l'humanité est indivisible. L'humanité a une variation continue. Pour autant, elle a développé, dans les écosystèmes qu'elle a colonisés, un certain nombre d'adaptations physiques et multiples. J'ai choisi d'entrer dans le détail pour deux d'entre elles, qui sont les proportions corporelles et la couleur de la peau. Donc on va les voir successivement, on les a déjà évoquées. Les proportions corporelles, elles sont liées à une contrainte physiologique de notre organisme qui est l'homéothermie, le fait qu'on doit rester à une température constante, comme tous les mammifères, et notre température c'est 37 degrés. Or, nous avons colonisé des milieux qui sont soit très très froids, comme le milieu arctique, soit très très chaud, comme la savane africaine. Et donc, ces contraintes ont fait qu'on devait, par-dessus tout, conserver la chaleur quand il fait froid ou l'éliminer quand il fait chaud. Pour cela, les physiologistes ont mis en avant la théorie du radiateur, qui est en fait un rapport entre le poids et la surface de la peau, c'est-à-dire la masse corporelle qui génère de la chaleur et la surface qui est en contact avec le milieu et qui élimine cette chaleur. Et on voit sur cette diapo que dans l'espèce humaine actuelle, on a des morphologies différentes. À gauche, un Inuit, donc un Esquimau, qui est assez trapu. Au milieu, un Nilote, cet habitant de la savane africaine de l'Est, là, les Maasai, etc., qui sont une silhouette très allongée, une élongation des membres. Et puis, à côté, le pygmée qui, lui, a réduit globalement sa masse corporelle. Alors, quand on regarde la paléontologie, on en a parlé dans la causerie sur les origines de l'espèce humaine, on voit qu'à un certain moment de notre évolution, au tout début, nous étions proches des chimpanzés, comme l'Australopithèque. Nous étions poilus. Et puis, avec la conquête de la savane, nous avons allongé notre squelette, nous avons perdu nos poils, nous avons acquis la peau foncée, etc. Et c'est cet homme grand, glabre, de peau foncée, qui est sorti d'Afrique et qui a donné naissance à l'humanité actuelle. À partir de là, ce phénotype de base s'est diversifié en fonction des écosystèmes qui ont été colonisés. Et si on fait toujours un peu de théorie, on peut éventuellement appliquer à l'espèce humaine des règles qui ont été définies sur d'autres espèces que la nôtre, mais qui s'appliquent en partie, notamment la règle de Bergman et la règle d'Allen. Alors, la règle de Bergman, elle dit que pour des raisons justement de thermorégulation, pour conserver la chaleur, il vaut mieux être gros et un petit peu en forme de boule quand on est dans des pays froids. La règle d'Allen, au contraire, dit que quand on est dans des environnements chauds, il vaut mieux allonger ses extrémités pour augmenter justement ses surfaces d'échange. Donc ça, ce sont des règles de zoologie. On va voir si elles s'appliquent à l'espèce humaine. Et pour cela, toujours dans la théorie, on peut faire un petit peu de géométrie. En expliquant un petit peu ce qu'est la forme et ce qu'est le format pour parler des rapports entre la surface et le volume. En fait, si on veut beaucoup d'échanges avec l'extérieur, il faut avoir une surface grande et un volume petit. Si au contraire on veut limiter les échanges, il vaut mieux avoir une masse grande et une surface petite.
Et c'est un petit peu les 3 silhouettes humaines qu'on a vues tout à l'heure. Donc pour commencer par celle de gauche, là, un petit cube d'1 centimètre d'arête va nous donner donc beaucoup de surface pour un petit volume. Donc le rapport entre la surface et le volume est très intéressant. Il est de 6. C'est le plus grand, en fait, rapport des 3 formes géométriques. Et c'est un petit peu la stratégie qu'a choisi le pygmée, qui vit dans un environnement très chaud, mais est également saturé en humidité, de sorte que le mécanisme d'évapotranspiration, qui est la sueur qu'on sécrète pour se rafraîchir, ne fonctionne pas bien dans la mesure où l'atmosphère est déjà saturée en eau. Donc quand on marche dans la forêt équatoriale, on ruisselle de sueur, mais la sueur ne s'évapore pas, donc ne nous rafraîchit pas. Donc la stratégie, c'est de baisser, en fait, d'abaisser sa masse corporelle génératrice de chaleur. Voilà, alors là, c'est ce qu'on résume par le volume, en fait, 1 cm3 pour ce petit pour cube. 6 cm². Voilà. Pour 6 cm². Alors au milieu, on a tout simplement doublé l'arête. Donc on a augmenté le volume, on l'a même multiplié par 8, puisque en fait quand la longueur augmente, le volume, quand la longueur augmente au carré, le volume augmente au cube, donc ça va très vite. Et donc cette forme-là, c'est un petit peu celle de l'Inuit, c'est-à-dire qu'il a une masse corporelle importante, mais il veut limiter ses échanges. Donc il est trapu, il a un tronc développé, mais des jambes et des bras courts, et donc il a abaissé son rapport surface sur volume à 3. Enfin, dans le modèle géométrique. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité anthropologique. Mais ces schémas-là sont pédagogiques de ce point de vue-là. Et puis, la 3e forme, à droite, c'est celle de l'habitant de la savane. C'est-à-dire qu'à volume égal par rapport à l'Inuit, vous voyez, on est toujours à 8 cm3, mais la surface est beaucoup plus grande. Et donc, on est dans cette théorie du radiateur où je suis à 37 degrés, mais mon environnement est à 45 degrés. Je dois donc éliminer la chaleur. Cette fois-ci, l'évapotranspiration fonctionne puisqu'on est dans un écosystème semi-aride. Et donc, il faut, pour que j'abaisse ma température corporelle, en tout cas qu'elle ne s'élève pas là où il fait chaud, il faut que j'ai une surface corporelle beaucoup plus grande. Donc, que j'allonge mes jambes et mes bras. C'est ce qu'on voit on a tous en tête l'image du guerrier Maasai qui est très très long. C'est longiligne. Oui, tout à fait. Et ça, donc, ça se vérifie, cette théorie, quand on regarde un petit peu, cette fois-ci, l'anthropométrie. Donc, on revient à la biométrie. Sur ce schéma, on a en bas, en abscisse, la latitude. Donc, on va de 0 degré, l'équateur, à 80, disons, les pays arctiques. Et en ordonnée, on a ce rapport entre la surface corporelle et sa masse. Et on voit une très belle décroissance, une bonne corrélation très significative. Plus on va vers les pays froids, plus ce rapport diminue, c'est-à-dire plus la surface corporelle diminue et la masse augmente. Donc on a une première vérification de ces lois théoriques qui sont donc basées sur le climat. On peut le vérifier d'une seconde façon, cette fois-ci en prenant par exemple la largeur du bassin qui va nous donner une idée de la taille du tronc. Là, on n'est plus par rapport à la stature avec les jambes, mais on n'est que dans le tronc. Et donc la théorie prévoit que dans les climats froids, on va avoir un tronc plus épais, plus gros, au détriment des jambes. Et c'est ce qu'on voit effectivement, là toujours en partant de 0 à 80 degrés de latitude, on a ce diamètre bi-iliaque, là cette largeur du bassin qui augmente régulièrement au fur et à mesure que la température descend. Donc les Africains sont des gens qui ont un bassin étroit et les Eurasiens du Nord ont un bassin large. C'est ce qu'on voyait dans le premier dessin anatomique qui montrait les muscles et le squelette selon le climat ambiant. Et la 3e démonstration, c'est cette fois-ci sur les rapports distaux, c'est-à-dire des extrémités du corps, en particulier la cuisse par rapport à la jambe, autrement dit le fémur par rapport au tibia. Et la théorie prévoit que plus il fera chaud, plus le tibia va s'allonger pour donner un membre inférieur développé et donc une surface corporelle qui va augmenter. Et c'est bien ce qu'on voit. On a à gauche dans les zones froides des gens qui ont un rapport entre la cuisse et la jambe qui est petit, et plus on va vers la chaleur cette fois-ci est en ordonnée,
eh bien, ce rapport augmente. Et donc, chez les Africains en particulier, on a le rapport le plus long. Autrement dit, la théorie prédit que les Africains vivant en savane auront des membres inférieurs et supérieurs, d'ailleurs, allongés. Et c'est bien ce qu'on retrouve là dans les schémas qui sont ici dans les illustrations. Alors, les schémas de Frédéric Delavier montrent en particulier cette longueur des jambes. À gauche, on voit que l'Africain a un bassin positionné de façon beaucoup plus élevée. Et donc un rapport entre le tronc et les jambes qui est favorable à cette élimination de chaleur, alors que l'habitant de l'Eurasie du Nord, qui vit dans un climat beaucoup plus rigoureux, lui va avoir tendance à se ramasser et donc à écourter ses jambes. Évidemment, sur le plan sportif, ça a des conséquences, mais ça a également des conséquences anatomiques. On voit ça à droite, c'est-à-dire qu'en particulier, on va voir que la saillie fessière est plus importante dans les populations de pays chauds, non pas cette fois-ci parce qu'il fait chaud, mais parce qu'il faut un grand fessier. Le muscle fessier, c'est un des plus puissants muscles du corps, et il faut un muscle puissant pour ramener à la marche et à la course un membre inférieur qui est plus long. Ça explique donc la saillie fessière. Et donc, d'une façon générale, on voit que les proportions corporelles sont variables dans l'espèce humaine et qu'elles sont très dépendantes d'adaptation au climat, avec un impératif, toujours rester à 37 degrés, qu'il fasse très froid ou très chaud dehors. Mais du coup, là, c'est vrai qu'on a tous en tête l'image de certains sports où des sportifs de type africain sont beaucoup plus rapides, véloces, etc., comme dans l'athlétisme. Et puis d'autres sports où ce sont d'autres types qui ont plus de facilité. Voilà, donc les sciences sociales auront tendance, parce qu'elles sont méfiantes envers la biologie, à dire que c'est une question d'entraînement, qu'avec la volonté, on peut tout faire. Mais ces sciences-là sont toujours embarrassées quand on voit que les gagnants du sprint sont toujours des Africains ou des Jamaïcains, des Afro-descendants. Et donc, il faut se rendre à l'évidence, il y a des avantages anatomiques. Donc, avoir un nombril, si vous voulez, une taille élevée par rapport au corps, des jambes longues, ça vous prédispose à la course rapide. Avoir au contraire une taille basse, pour des raisons d'hydrodynamique, ça vous avantage dans la natation. Et effectivement, même si certains peuples s'entraînent de façon exagérée, imaginez que les Chinois, ils mettent des efforts énormes pour que leurs athlètes arrivent à battre des records dans tous les domaines. Malgré tout, vous ne verrez jamais un Chinois courir plus vite qu'un Jamaïcain. Et ça, donc, ça prouve que ça n'est pas que de l'éducation et de l'entraînement, c'est aussi des avantages physiologiques. C'est des héritages d'adaptation au climat. Voilà, c'est comme ça qu'on peut les interpréter. Alors maintenant, bien sûr, les populations du monde se sont mélangées, etc. Et on garde un petit peu la trace adaptative de ces ancêtres, même si on n'en a plus besoin. Oui, tout à fait. Alors, on a vu un petit peu au niveau des proportions corporelles. Maintenant, on va voir une autre caractéristique qui sont les couleurs de la peau, qui sont également des variations intéressantes. Alors, ce sont des variations surtout très visibles, puisque c'est à peu près la première chose qu'on note quand on regarde la figure de quelqu'un. Donc, c'est entaché d'un certain nombre de préjugés, on va pas revenir là-dessus. On va surtout expliquer pourquoi il y a ces variations de couleur de peau dans l'espèce humaine. Alors, on rappelle donc que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire africaine. Et qu'à partir du moment où on a perdu notre pelage, il a fallu se protéger du rayonnement solaire en développant donc un écran solaire qu'on appelle la mélanine, cette couleur chocolat, qui fait que les Africains sont foncés. Et puis on constate que d'autres populations, après cette sortie d'Afrique, ont blanchi. On peut dire sans forcer que les Européens sont des Africains blanchis. Et comment ça s'est passé, donc cette diversification? Alors dans l'histogramme de gauche, on voit à l'intérieur d'une population qu'il y a une variation. Là, on a un peu forcé le trait, mais disons que dans toute population, même en Afrique, vous avez des gens très noirs et des gens plus clairs. Par exemple, au Cameroun, les gens clairs, on les appelle les bruns. Mais on dira une fille brune, une fille teint clair. Au Sénégal, on dira plutôt teint clair. Au Cameroun, on dira une fille brune. Elle n'est pas du tout métisse. Elle est claire naturellement parce que dans toute population, de même qu'il y a des grands et des petits, eh bien, il y a des gens un peu plus clairs et un peu plus foncés. Donc ça, c'est le premier élément à considérer. Le deuxième élément, c'est que au sein de différentes populations, on peut voir cette variation, la mettre en série, c'est le deuxième schéma, et voir que
Alors, les Belges apparaissent assez peu. Ils apparaissent davantage sur mon écran, mais ils sont à droite. Avec seulement 4 populations du monde, on peut couvrir absolument toute la gamme de pigmentation, depuis la plus foncée jusqu'à la plus claire. Donc, les Saras du Tchad sont particulièrement noirs de peau. Ce sont des gens de la savane sèche. Vous avez ensuite les Bushmen, dont les San, en termes scientifiques, qui peuplent l'Afrique du Sud, qui sont des gens plus clairs. Les Africains du Nord, les Maghrébins, ici des Chaouïas, des Berbères d'Algérie, sont plus clairs, mais il y a chez certains Chaouïas des gens nettement basanés, puis d'autres plus clairs. Et les Belges, eux, sont les plus clairs, enfin les Européens du Nord, d'une façon générale. Que s'est-il passé pour obtenir ces résultats ? Eh bien, regardons un petit peu l'anatomie de la peau, donc qui donne cet écran de protection solaire. Vous avez ce cube-là qui est une coupe de peau, et donc vous avez l'hypoderme, le derme et l'épiderme. L'épiderme qui est un peu soulevé là. L'épiderme, c'est très mince, hein, ça fait moins d'1 millimètre d'épaisseur, mais c'est fait de plusieurs couches. Et ces couches, elles sont faites d'abord d'une couche basale et ensuite donc d'évolution successive. Les cellules se multiplient dans la couche basale et elles migrent vers la surface. Et plus elles migrent, plus elles dégénèrent, elles finissent par mourir et se transformer en simplement de la kératine sèche, hein, qui sont les pellicules qu'on desquame à tout moment. Et donc, on a des cellules qu'on appelle des cellules épithéliales, des kératinocytes, parce qu'ils sont un petit peu pointus. C'est les cellules de l'épiderme. Et au sein de ces kératinocytes se glissent des cellules très différentes qu'on appelle les mélanocytes, qui ressemblent un peu à des neurones, qui ont d'ailleurs la même origine embryologique que les neurones, qui sont des grandes cellules avec des grands prolongements, là, des dendrites. Et ces cellules-là fabriquent la mélanine, qui est une molécule qui absorbe notamment les rayons ultraviolets, qui a beaucoup de propriétés, notamment celle-là. Donc le mélanocyte fabrique des petits grains de mélanine, alors petits chez les gens clairs et gros chez les gens foncés, et ces grains vont diffuser, vont passer du mélanocyte au kératinocyte et donc donner une teinture homogène à la peau. C'est ce qu'on voit en microscopie optique, on voit les mélanocytes, là, granulés, et les kératinocytes. Et donc, c'est au sein de cette couche de peau que s'observe ce phénomène d'écran. Ouais, donc en fait, si je résume cette diapo, c'est vrai que la couleur, c'est juste une affaire d'infime surface de la peau. En dessous, on n'a pas les caractéristiques de différentes couleurs. C'est vraiment sur cette partie-là. C'est pour ça qu'une de mes collègues qui s'appelle Nina Jablonski, que j'aime bien, qui est une spécialiste de la couleur de peau, dit, elle fait beaucoup de conférences, les différences dans l'humanité sont skin deep, c'est-à-dire de l'épaisseur de la peau, c'est-à-dire d'un demi-millimètre. Alors, elle n'a pas entièrement raison, elle travaille sur la pigmentation, c'est normal qu'elle parle de ça, mais on l'a vu par les proportions corporelles, ou par la forme du nez, ou par le diamètre bizygomatique, les analyses que j'ai pu faire moi-même sur des crânes, etc. La différenciation dans l'espèce humaine, ce polymorphisme, ne se limite pas à la couleur de peau. Donc, toutes les couleurs ne sont pas skin deep. Mais le plus spectaculaire, c'est ce qu'on voit en premier, donc je le disais, c'est la couleur. Donc ça, il faut expliquer pourquoi il y a de telles variations. Quand on regarde une carte du monde, on s'aperçoit que les gens foncés de peau se concentrent dans la zone intertropicale. Et il se trouve, quand on prend en bas, ça c'est une carte que la NASA a éditée sur l'irradiation de la Terre, donc la quantité d'ultraviolet qui éclaire la Terre en quelque sorte, on s'aperçoit qu'il y a une bonne corrélation entre la carte des couleurs de peau et la carte des ultraviolets. On se dit donc qu'effectivement, l'écran de mélanine, il a été développé dans l'histoire évolutive de l'espèce humaine pour se protéger des rayons ultraviolets dont on sait qu'ils sont notamment cancérigènes. Le cancer de la peau, c'est dû à l'exposition solaire des cellules de la peau. Donc, une peau foncée protège. Les gens qui sont noirs de peau ne font pas de cancer de la peau, en tout cas pas ceux des autres personnes.
Et donc, il y a cette corrélation. Alors, l'histoire de l'humanité, ça a été une histoire de sortie d'Afrique. On l'a développée dans d'autres circonstances. Donc, il faut imaginer des gens qui sont partis d'Afrique en ayant une certaine pigmentation et ils sont arrivés en Europe où le rayonnement solaire était beaucoup moins intense. Ce qu'on va voir ici, c'est que le rayonnement solaire a une fonction très importante dans notre métabolisme, c'est celui de synthétiser une molécule qu'on appelle la vitamine D, qui n'est pas une vitamine en fait, puisque stricto sensu, une vitamine c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de fabriquer. C'est la vitamine C. Bon, si on ne mange pas de citron, on n'en a pas et on fait du scorbut. Mais en fait, la vitamine D c'est plutôt une hormone circulante, puisque on est capable de la fabriquer soi-même. Par quel mécanisme? Par justement l'exposition au soleil. Vous avez en haut le cycle moléculaire d'un dérivé du cholestérol. Donc le cholestérol, une molécule très répandue dans notre organisme, donc qui circule aussi dans le sang. Et l'action des ultraviolets B, va venir avec une quantité d'énergie qui est apportée par le rayonnement, casser un des cycles carbonés, un des hexagones, et ouvrir cette molécule. Et c'est ça qu'on appelle la vitamine D. C'est simplement un dérivé du cholestérol produit par l'irradiation solaire. À quoi sert cette vitamine D en premier lieu? Elle sert à fixer le calcium sur les os. Et vous voyez à droite ce que donne une carence en vitamine D. C'est du rachitisme chez les enfants, donc des os qui deviennent mous. Et vous voyez en bas des tibias, là c'est la collection du Musée de l'Homme, des tibias historiques, donc, où finalement le tibia peut presque se couder à 90 degrés, tellement il est ramolli par la carence en vitamine D. Donc ça, cette maladie qui s'appelle le rachitisme, on l'a vu apparaître en Europe. Elle n'existait pas avant la Renaissance, on peut dire. On le sait, non seulement parce qu'on a des traités de médecine qui la décrivent à la Renaissance, mais aussi parce que quand les bioarchéologues fouillent les cimetières du Moyen-Âge, ils trouvent beaucoup d'enfants morts, bien sûr, beaucoup de squelettes d'enfants morts de bien des maladies infectieuses, mais ils ne trouvent jamais d'enfants rachitiques. Le rachitisme est apparu avec l'urbanisation et avec le fait qu'on a, au lieu de vivre à la campagne où les enfants sont dehors, etc., gardent les animaux, on les enferme en ville, en plus on ne les sort pas, on les habille et donc ils ne voient plus le soleil. Donc, pendant toute la période pré-industrielle et industrielle, ça a été une aggravation de ces phénomènes dans les ghettos urbains. Trousseau, le grand pédiatre, avait très bien décrit ça et il avait proposé déjà une solution qui était l'huile de foie de morue, de dire le foie de morue et le foie des poissons et d'ailleurs des mammifères aussi est riche en vitamine D et donc il faut donner aux enfants. C'est un vieux souvenir que moi-même j'ai d'avaler une cuillère d'huile de foie de morue pour se fortifier les os. Alors, en fait, cette vitamine D, nous la stockons nous-mêmes dans notre foie. Nous en fabriquons l'été. Et l'hiver venu, même si on est à l'abri, on vit sur notre capital de vitamine D. Et quand on n'est pas au soleil, et ça a été le cas des premiers chasseurs-cueilleurs qui sont sortis d'Afrique. Ils arrivaient donc dans des contrées pauvres en ultraviolet, mais ils pouvaient quand même trouver de la vitamine D dans les viscères de leurs animaux. Ils mangeaient le foie des phoques, des rennes, etc. Et donc, ils pouvaient compenser déjà tout de suite, avant même de blanchir, ils pouvaient compenser leur déficit en vitamine D par des stratégies alimentaires. Alors, on comprend donc que quand on migre vers des pays moins ensoleillés, on fabrique moins de vitamine D. Et donc, la stratégie payante, c'est de perdre son écran de mélanine. C'est pour ça que quand on a vu l'histogramme où dans toute population, il y a des gens clairs et des gens foncés, quand ces Africains, dont certains étaient très clairs et d'autres plus foncés, ont migré, eh bien, les plus clairs ont été avantagés, parce qu'ils ont fait moins de rachitisme. Et quand vous êtes rachitique, vos os se déforment, notamment le bassin, et quand vous êtes une femme avec un bassin déformé, vous ne pouvez plus accoucher. Donc vous voyez, c'est une sélection darwinienne assez immédiate. Donc la stratégie payante, c'était de perdre son écran de mélanine. C'est pour ça qu'on peut dire que les Européens ont blanchi, sont des Africains blanchis, parce qu'ils se sont adaptés au climat. Et donc, tout ça à cause de la variation dans toute population. Il y a des gens qui sont déjà prédisposés à s'adapter à quelque chose. Et après, la sélection les encourage et on va vers des teints de plus en plus clairs.
Donc, on voit que cette vitamine D, elle est indispensable pour fortifier son squelette. Et c'est pour ça que même dans les pays ensoleillés, comme les pays arabes un peu stricts, où les femmes sont très voilées, eh bien, ces femmes qui vivent dans des pays ensoleillés développent du rachitisme à cause de leur habillement. On peut aussi s'inquiéter pour nos plus jeunes qui passent leur temps enfermés devant des écrans. Absolument. C'est pour ça qu'en pédiatrie, on a gardé l'habitude de supplémenter les enfants en vitamine D. On leur donne, alors maintenant c'est plus de l'huile de foie de morue, ce sont des molécules chimiques, mais enfin c'est de la vitamine D. En fait, je dirais les petits blancs, je dis blancs parce que blancs de peau, n'en ont pas besoin stricto sensu. Si on les sort, si on les emmène au parc, si on les emmène à la plage, etc., ils ont leur ration puisque une personne blanche a besoin d'environ 20 minutes par jour au soleil pour faire son capital de vitamine D. Mais une personne foncée, par contre, a beaucoup plus de mal. Et les migrants donc, qui s'installent en Europe, qui viennent d'Afrique ou des Caraïbes ou d'Inde, qui sont foncés de peau, eux font des déficits permanents. Et non seulement les enfants, mais les adultes. De sorte que les médecins doivent penser, et c'est même vrai pour la Réunion, à ce que plus on est foncé, plus on est à risque d'être en déficit en vitamine D. Donc plus il faut veiller à avoir une alimentation qui est riche en vitamine D. Donc les poissons gras, par exemple, les morues, le foie des morues, mais les sardines, etc., certains fruits, les avocats, et puis éventuellement donc prendre des comprimés de supplémentation. Parce que les adaptations dans l'histoire humaine sont telles qu'on a développé de la mélanine dans les pays chauds et qu'on n'est donc pas prédisposé, quand on a de la mélanine, à vivre dans les pays froids. Mais évidemment, la médecine a des solutions. Ah ben oui. Et inversement, il y a donc des gens des pays froids qui sont allés coloniser des pays chauds, comme l'Australie, qui est un grand exemple de colonisation européenne permanente. Et l'Australie est le pays du monde où il y a le plus de cancers de la peau, parce qu'on voit des gens qui sont très très blancs arriver dans un pays où les aborigènes, les indigènes natifs d'Australie, sont des gens qui sont foncés de peau, qui sont adaptés à ce rayonnement ultraviolet. Et donc les Australiens d'origine européenne payent un lourd tribut. Il y a toute une politique du gouvernement européen sur les chapeaux, les crèmes solaires, etc., de protection, parce que la mortalité, qui est d'à peu près une personne par mois à La Réunion, par cancer de peau, elle est énorme, ou elle était du moins énorme en Australie, avant qu'on prenne ces mesures. Donc, on a cette histoire de sélection. La vitamine D étant importante pour la survie de l'espèce, on va dans ce qu'on appelle une sélection directionnelle, c'est-à-dire qui pousse à être de plus en plus clair. Alors le plus amusant, ce sont en fait les pays scandinaves et les pays baltes où on a le plus fort taux de blondeur et de couleur de peau très très claire. Et ça, c'est amusant parce que c'est une conséquence un peu inattendue du Gulf Stream, ce courant chaud, qui fait qu'on peut cultiver des céréales jusque très au nord en Europe, ce qui n'est pas le cas en Amérique. Et donc les gens, depuis le néolithique, ont mangé des céréales et qui sont d'ailleurs des aliments avec les phytates qu'ils contiennent qui s'opposent un peu à l'absorption de vitamine D. Et donc la pression chez eux a été encore plus extrême et donc on aboutit aux couleurs de peau les plus claires dans ces zones-là. Et puis, on a des nouveaux développements parce qu'on s'est aperçu que la vitamine D, non seulement elle sert à fixer le calcium sur les os, mais elle est surtout fondamentale dans l'immunité. Et donc, quand on est exposé à des maladies infectieuses, notamment des maladies graves et chroniques comme la tuberculose, ou à des maladies de dégénérescence comme les cancers, on sait que notre système immunitaire, tous les jours, nous nettoie des petits cancers naissants. Et puis, si on a un déficit en vitamine D, ce système de nettoyage va être moins efficace. Et donc, les gens en déficit de vitamine D vont faire plus de cancers. On le sait notamment quand on a comparé les Noirs américains du Sud, qui sont pauvres, mais qui sont au soleil, et les Noirs du Nord, à Chicago, qui n'ont pas beaucoup de soleil, même s'ils sont riches, ce sont ceux de Chicago qui font le plus de cancers. Donc, il faut veiller à ce qu'on n'ait jamais de déficit en vitamine D. Et l'autre mécanisme qui a été découvert récemment, c'est qu'on a une autre molécule dans le sang qui circule, qui s'appelle l'acide folique, le folate, la vitamine B9, qui est ce qu'on appelle photolabile, c'est-à-dire qui peut être détruite
par le rayonnement ultraviolet. Et donc la raison pour laquelle l'humanité est devenue noire au début de son existence, c'est pas seulement pour se protéger d'un effet cancérigène du soleil, parce que c'est un effet qui survient tard dans la vie, mais c'est aussi parce que les ultraviolets pouvaient détruire le folate. Le folate est indispensable pour la synthèse, pour les mitoses, la reproduction cellulaire. Donc des mitoses qu'on fait totalement les globules rouges, on en fabrique par milliards tous les jours. Et les spermatozoïdes en ce qui concerne les garçons. Et donc, si on n'a plus de spermatozoïdes, on ne se reproduit plus. Donc, un déficit en folate, c'est crucial pour la survie de l'espèce. Donc, la pigmentation a été également sélectionnée pour ce mécanisme de photoprotection. Donc, voilà comment on arrive à ce petit schéma final qui est non plus celui que j'avais montré dans l'autre causerie. C'est ce morphing du musée de l'homme où on voit les visages se transformer. Ça, c'est justement extrait d'un livre de Nina Jablonski qui est récent, qui a une dizaine d'années. On a l'impression que c'est une gravure d'anthropologie à l'ancienne, mais en fait, c'est toujours pour dire que dans l'espèce humaine, on a des adaptations locales qui se traduisent par des couleurs de peau différentes. On a également d'autres petits caractères morphologiques, mais qu'en même temps, on a une continuité. Et pour terminer, ce qui est intéressant, c'est de voir le peuplement de l'Amérique. On a vu dans la causerie sur les origines de l'homme que c'est un peuplement tardif, d'il y a moins de 20 000 ans, à partir de gens qui vivaient en Asie. Et en Asie, ils avaient eu le temps de perdre une bonne partie de leurs gènes de couleur de peau foncée. Il y a une centaine de gènes, dont une douzaine très actifs, 2 ou 3 encore principaux, mais c'est un mécanisme complexe, la couleur de peau. Et donc, pendant 40 000 ans de vie en Asie froide, ils ont perdu une grande partie de leurs gènes de couleur de peau. De sorte que, quand ils sont arrivés en Amérique, ils n'avaient pas tout l'arsenal. Alors, on voit que dans l'Amérique intertropicale, les gens sont pigmentés, mais ils ne sont pas aussi noirs que des Africains parce qu'un certain nombre de gènes ont été perdus en route, des gènes africains ont été perdus. Malgré tout, ils sont beaucoup plus colorés dans les zones intertropicales que dans les zones d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, en dehors des tropiques. Donc ça nous raconte là aussi une bonne question d'évolution humaine sur comment fait-on pour concilier le fait que on a une diversité morphologique, qu'on a cru voir des races, et qu'en même temps, on a une unité. Et bien tout ça, c'est une histoire d'adaptation, de migration et énormément de métissage. Et ces métissages, évidemment, c'est le futur de l'humanité, puisque maintenant, les distances sont abolies. Donc, on peut trouver un conjoint, une conjointe en 2 clics de souris à l'autre extrémité du globe. Et donc, on va vers de plus en plus d'unification de l'espèce humaine. Mais écoutez, merci infiniment de cette conclusion. Cher Alain Froment, je vous remercie vraiment parce que ces causeries ont été tout à fait passionnantes. Ça nous a donné des éclairages très, très nouveaux et très scientifiques sur la notion de race. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous propose écoutez, de retrouver l'ensemble de nos productions sur nos pages YouTube et Facebook de l'Université numérique de La Réunion, ainsi que sur notre site internet unr.unif-réunion.fr. À très bientôt.